Bonjour à tous. Alors, retrouvez l'Australopithèque qui est en vous pour un plein épanouissement de l'enfant dans la nature. Le geste primal, on va voir ce que c'est. Alors, on va partir de la préhistoire. Donc, au-delà des idées reçues, donc l'homme préhistorique n'est pas seulement un homme moderne en devenir, représenté souvent comme maladroit, sale, idiot, comme dans beaucoup de représentations, mais il est en fait parfaitement adapté à son environnement comme tous les autres animaux. Donc nous ne sommes pas l'aboutissement d'une évolution qui a tâtonné, testé, pour enfin aboutir à une forme de perfection. En fait, chaque être est en parfaite homéostasie avec son milieu. Homéostasie, ça veut dire équilibre, comme une cellule jusqu'à un animal, un équilibre pour être en pleine vie dans son environnement. Alors, notre mémoire corporelle pour commencer. Notre corps, il a évolué depuis des millions d'années, passant d'un milieu aquatique à la terre ferme, comme on a appris à l'école, et cette histoire elle est inscrite dans chaque cellule de notre corps. On le voit sur le dessin ici, on a le fœtus, hein, on revisite morphologiquement les différents stades de notre évolution. Donc on ressemble à un petit poisson quand on est tout petit, minuscule, pour passer à un reptile puis un mammifère où on a encore la queue pour devenir adulte. Donc, dans le ventre de notre mère, on revisite toutes ces étapes-là de l'évolution, toute cette mémoire-là, hein. Et puis, quand on passe au stade de bébé, nous utilisons nos réflexes archaïques. Et enfin, nous exprimons notre comportement ou nos gestes primo instinctifs. Alors, on va voir ce que c'est, les réflexes archaïques et ces comportements. Alors, les réflexes archaïques, c'est identifié, reconnu en psychomotricité. Ce sont nos premiers programmes sensorimoteurs, ceux qui nous ont permis de bouger dans le ventre de notre mère, de naître, de nous développer dans nos premiers mois de vie. Donc, c'est grâce à eux qu'on a pu progresser, passer de bébé sur le dos au ventre, à la reptation, à quatre pattes et en position assise, jusqu'à la marche bipède. Donc là aussi, on voit comme l'histoire de notre évolution. Donc les bébés ont ces réflexes-là en eux, hein. Dès qu'on leur donne le doigt dans la main, ils vont serrer très fort, comme on voit sur le dessin. Ou si on leur pose les pieds au sol en les tenant, il y a la marche qui se met à se faire automatiquement. C'est même un test qu'on a à la maternité, quand on a des enfants qui viennent de naître, pour voir si ces réflexes sont présents. Et puis nous sommes passés d'un mouvement involontaire à un mouvement volontaire, en accédant à une motricité libre et autonome. Une fois leur rôle joué, ces réflexes archaïques disparaissent. Ils sont rangés dans notre cerveau pour ne réapparaître qu'en cas de situation de survie. Ça veut dire qu'il faut vivre ces réflexes-là et ils disparaissent pour aller au-delà. Et s'ils ne sont pas complètement acquis, ça peut poser des problèmes, des pathologies, des dysfonctionnements, tous ces dys qu'on connaît. Là, sur le dessin à droite, vous avez un exemple de plein de difficultés qu'on peut rencontrer. Hein, j'ai trouvé ça sur un site sur la psychomotricité, où ces réflexes archaïques, s'ils ne sont pas vraiment assimilés, ça crée toutes ces difficultés-là. Alors on voit des difficultés à l'écriture, à l'équilibre, euh, l'émotion, la façon de s'asseoir, la dynamique du corps. Donc c'est vraiment corporel. Et puis, donc il existe par exemple la thérapie RMT, en anglais c'est Rhythmic Movement Training. C'est pour l'intégration des réflexes primitifs et le développement neurosensoriel. Donc il y a un lien entre le corps et le développement des neurones, et c'est une étape très importante, hein, quand l'enfant est tout petit. Donc là, je vous donne en référence l'approche Koala, qui a été écrite par Julie Filial-Trolt, qui est au Québec. Hein, je vous ai mis son site qui est super, hein, où elle va travailler sur ces réflexes-là, archaïques, et surtout dans la nature. Elle avait créé un jardin d'enfants, elle fait tout un tas de recherches là-dessus. Allez voir ce qu'elle fait. Donc si on en vient maintenant à ces comportements ou gestes primaux, hein, instinctifs, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une attitude de survie, issue de notre mémoire ancestrale, hein, comme les réflexes. Mais un peu plus tard, quand on a une autonomie corporelle, c'est-à-dire quand l'enfant il court, il grimpe, il joue à cache-cache, il veut prendre un bâton ou lancer une pierre, eh bien on retrouve ces gestes archaïques.
Donc dès notre naissance, nous revisitons inconsciemment les différentes étapes de l'évolution de nos ancêtres pour atteindre, une fois notre corps mature, notre présent d'Homo sapiens. Ça veut dire que autant dans notre corps, dans le ventre de notre mère, on revisite l'évolution du monde marin au monde terrestre, autant dans les réflexes, c'est plutôt la dimension mammifère, que quand on est sur nos deux pattes, eh ben, on va revisiter, hein, c'est ma théorie, on va revisiter toute l'histoire préhistorique. Donc, c'est pour une éducation naturelle, parce que ça se fait naturellement à la base. Donc, dans le ventre, c'est la matrice première, et la matrice secondaire, ben, ça va être la nature dans cette histoire-là. Hein, c'est lors d'un contact direct avec la nature, dans un espace de liberté, que l'enfant peut pleinement, de façon intuitive ou instinctive, exprimer ses différents gestes primaux. Il pourra ainsi rendre optimales toutes ses capacités physiques et intellectuelles que ses ancêtres lui ont léguées. Donc ça se fait naturellement. Si vous laissez un enfant libre dans la nature, il va naturellement faire ces réflexes qu'on va voir plus loin. Par contre, si on les empêche, par nos peurs, par nos inquiétudes, nos angoisses, du genre pose ce bâton, lâche ce caillou, descends de là, te salis pas, ne saute pas dans la flaque d'eau, etc., etc., ben on va entraver tout ça. On va entraver l'expression de ses comportements. Et l'enfant, si on entrave ça, pourra éprouver plus tard des difficultés à assimiler des gestes ou techniques plus complexes. Écrire, découper, mais aussi il aura des difficultés cognitives, troubles de l'attention, de la concentration, hyperactivité. Donc les dysfonctionnements qu'on a vus sur les réflexes archaïques, on peut aussi les retrouver si l'enfant, on lui interdit de prendre un bâton et de taper avec, ou de lancer un caillou, même on sait les dangers que ça peut être, mais si on contrôle ses gestes, il peut au moins les exprimer. Et dans tout ça, la nature, elle est indispensable. Plus le milieu sera sobre et aseptisé, moins l'enfant pourra exprimer tout son potentiel corporel. Évidemment, on vient de voir ce qui pourra nuire à son bon développement et occasionner toutes sortes de dysfonctionnements futurs. Donc, il lui faut un environnement très diversifié, avec des éléments, avec du relief. Hein. Et là, il pourra développer toutes ses compétences, comme tous les enfants d'hominidés, depuis des millions d'années. C'est pas seulement maintenant, hein, ça fait des millions d'années que l'enfant il se développe dans un espace diversifié, ce qui permet à son corps de développer toutes ses capacités. Donc on va revisiter un petit peu notre histoire, faire un petit peu d'anthropologie, quelques instants pour revoir un petit peu tout ça. En fait, dans notre histoire, on va remonter à 4-5 millions d'années. On a été très longtemps australopithèque. C'est pour ça que je donne l'exemple de l'australopithèque. Si je traduis la durée en distance, on va dire qu'1 kilomètre, ça vaut 1 million d'années. Donc, on a été australopithèque, on va dire, pendant 2 kilomètres de long. Ensuite, Homo habilis, ça veut dire l'homme habile, l'homme qui taille, qui commence à tailler les premiers outils. Ça fait à peu près 1 kilomètre. Homo erectus, l'homme érigé, l'homme debout, bien droit, c'est 1 kilomètre. Et puis Homo sapiens, l'homme sage, comme on dit, c'est 300 mètres, une toute petite distance. Et quand Homo sapiens de l'Afrique est arrivé en Europe, c'est juste 50 mètres sur nos 4-5 kilomètres. Et puis notre histoire, hein, depuis l'invention de l'écriture, on va dire, c'est 2 mètres. Hein. Et puis nous, notre vie d'humain, ça serait sur cette longue distance 8 centimètres. Voilà, je vous ai traduit en distance pour que ça nous redonne une idée, parce que quand on parle en milliers ou millions d'années, c'est complexe à visualiser. Donc on a été la moitié de notre vie d'homme préhistorique, même plus, ça a été en tant qu'australopithèque. Alors là, c'est pas si simple que ça, c'est pas si linéaire que ça. Là, vous avez une image assez complexe, évidemment. C'est un peu tous les crânes et tous les indices qu'on a d'hommes préhistoriques. Donc, vous voyez, il y en a toute une collection. Et on a imaginé, nous, notre histoire cheminer, zigzaguer au milieu de tout ça. Hein. Donc, on est le résultat d'un chemin, mais qui n'est pas si linéaire comme on l'a vu dans le premier dessin, où on avance à la queue leu comme ça pour grandir, pour avoir un volume cérébral qui augmente. C'est plus complexe que ça. Et en fait, on a zigzagué, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais on a été influencé,
on s'est croisé avec d'autres homidés, et aujourd'hui, on est Homo sapiens, mais encore il y a très peu de temps, on sait qu'on a des gènes d'homme de Néandertal en nous, d'un autre homme préhistorique qui est l'homme de Denisova, et même d'un troisième dont on n'a pas encore les traces, mais on le sait au niveau génétique. Donc on a beaucoup d'influences, et plus on remonte le temps, plus c'est flou. Quand je dis australopithèque, je le dis au pluriel parce qu'il y a plusieurs australopithèques, il y a encore des débats sur quel type d'australopithèque serait notre ancêtre. Voilà, mais on est une assimilation de toutes ces expériences de pithèque, qui veut dire singe, australo, et d'Homo habilis, Homo erectus, qui veut dire homme. Donc, moi, l'idée des gestes et comportements primaux, ça m'est venu surtout par l'expérience. Passionné d'anthropologie, j'ai créé, comme vous le voyez sur l'image, un village préhistorique où j'ai proposé aux enfants, des tout petits aux adultes, de vivre des expériences préhistoriques. C'est-à-dire, sur ce village, on taillait le silex, on faisait du feu, je leur montrais comment on faisait du feu préhistorique, on chassait le mammouth, évidemment, un mammouth reconstitué avec de la paille, on partait dans la nature faire des explorations, et je les observais dans leurs gestes. Et je me suis dit, les petits, ah ben là, dans le geste, je vois plutôt un australopithèque, un peu plus grand, un Homo habilis ou un Homo erectus. C'est-à-dire que je voyais devant mes yeux les étapes de l'évolution en fonction de l'âge de l'enfant. Et je me suis dit, cette hypothèse elle semble intéressante. Appuyée sur d'autres théories des comportements, je me suis dit, ça peut être intéressant à découvrir. Et ça se voit surtout en pleine nature. Ça ne se voit pas dans une salle où les objets sont stables et qu'on veut surtout pas que les enfants les détériorent ou les transforment. Donc là, vous voyez l'intérieur de la hutte où là, les enfants étaient en train de faire des poutres pour faire des peintures, à mettre sur une pierre. On faisait du tressage, on faisait du travail d'argile, toutes sortes de choses. Et j'ai pu observer tout ça. Donc ça m'a amené à l'hypothèse de cette théorie des gestes primaux. On pourrait dire en gros, alors les âges ils sont approximatifs, mais qu'on est australopithèque quelque part dans notre gestuelle, on revisite notre australopithèque à partir de 2 ans. Quand je dis 2 ans, c'est dans le sens où il y a une autonomie physique, dans le sens où l'enfant est capable de marcher, prendre des objets. Alors effectivement, on marche à partir d'un an, mais il nous faut au moins une année pour avoir une marche, on va dire plutôt aisée. Courir vient après, ou hein, c'est encore difficile au début. Donc, à partir de 2, 3 ans, on serait australopithèque. Et puis, je vois des enfants plutôt à partir de 6, 7 ans devenir Homo habilis. C'est-à-dire que les objets, ils vont les travailler, etc., etc. Donc, on va voir un petit peu plus en détail chacune de ces étapes. Donc, la phase australopithèque qui nous intéresse le plus parce que là, c'est les bases. On va dire à partir de 2, 3 ans, eh ben, c'est les bases pour échapper aux prédateurs et se nourrir dans notre histoire d'Australopithèque. Donc dans le corps, ben, pour moi, c'est tous ces réflexes de l'enfant on joue au loup, on joue à s'attraper, on va grimper, et on mélange les deux, on va jouer à chat perché, on va jouer à cache-cache, l'enfant adore jouer à cache-cache et vivre ces émotions-là. L'enfant va récolter, mettre dans ses poches plein de petits éléments qu'il veut ramener à la maison. Il va aussi apprendre à trier ces éléments, il va beaucoup imiter l'adulte. Puis les outils. Alors en tant qu'australopithèque, c'est des outils plutôt des éléments bruts. Là, vous avez une photo d'un enfant qui prend un bâton et qui va se mettre à gratter le sol. Mais là, c'est pas une activité qu'on lui a proposée. Il va faire ça naturellement en attendant. Souvent, c'est sur ces moments d'attente ou de liberté qu'il va faire ces gestes-là. Et là, ça représente pratiquement le bâton à fouir de l'australopithèque qui va gratter le sol pour aller chercher une racine, par exemple. Donc c'est là qu'on aura les lancers de cailloux, les empilements de pierres. C'est là qu'il va gratter le sol avec un bâton ou prendre une branche et puis taper un buisson. Il pourra construire un abri sommaire, mais pas sans transformer. C'est vraiment les éléments bruts. Et puis autour du feu, c'est un bâton à mettre tout juste dans le feu, mais sans maîtriser complètement le feu. Donc tous ces gestes-là sont spontanés. Et l'enfant, pour moi, s'il ne joue pas à ces jeux, c'est par le jeu qu'ils vont s'exprimer tous ces gestes primaux, eh ben, il ne pourra pas faire la suite de son histoire. Il aura des difficultés à faire des gestes plus complexes. Donc après, grosso modo, on aura Homo habilis, donc l'homme habile, c'est l'enfant qui va gratter, qui va commencer à transformer les objets
en outils, en vrais outils. Hein, le bâton gratté, pointu, la pierre tranchante, un abri un peu plus complexe, lancer des choses avec précision. Là, dans cette photo, on voit un enfant, pareil, c'est un geste naturel, c'est un cercle où les enfants attendent. On les voit faire des choses naturelles. Et là, voilà, il est déjà dans la transformation de l'outil, l'homme habile. Puis après, on passe à l'homo erectus. Donc là, on est dans le perfectionnement où il va faire des gestes plus complexes, plus précis. Réaliser une hutte, là, il pourrait utiliser de la ficelle, faire des liens et nouer, voire tresser, transformer des matériaux, faire des poudres pour peindre. Et là, entretenir un feu, on peut faire que l'enfant fasse que le feu continue et fonctionne. Et puis, dans l'évolution, dans notre histoire, on arrive au Homo sapiens. Je dirais vers 12-13 ans, quelque part quand l'enfant devient mature. Donc là, c'est la haute technicité. Parce que l'air de rien, Homo sapiens, il a un haut niveau technique, même si ça a évolué dans toute l'histoire de Sapiens. Mais réaliser des pointes de flèche, c'est déjà du haut niveau. Et ça demande une certaine maturité d'avoir fait le chemin précédent. Construire un arc, fabriquer une hutte plus complexe avec un toit étanche par exemple, tresser un panier, faire un feu. Alors là, je dis de A à Z, c'est-à-dire fabriquer son feu. Là, c'est une image d'un ami qui me pâche, qui nous montre comment il fait du feu. Alors, si on a les outils tout prêts, on peut peut-être y arriver, même si cette technique à main nue est très complexe. Mais il faut trouver les éléments, il faut les préparer. Donc, c'est déjà du haut niveau. Réaliser une tunique, construire un four, réaliser de la poterie, etc. Toutes ces techniques qu'on continue à faire évoluer aujourd'hui. Si on n'est pas passé par le chemin avant, si vous n'avez pas laissé un enfant lancer des pierres, taper avec un bâton, vous ne pouvez pas lui demander directement de passer Homo sapiens. Il manque toutes ces étapes. Alors, comment favoriser la pleine assimilation des comportements primo-instinctifs? C'est ce qui nous intéresse. Comment permettre ça pour qu'un enfant se développe pleinement? Là, vous avez l'image de Nathan, mon fils, quand il était jeune, où là, on était au bord de la mer et dans un espace de liberté, il faisait un peu ce qu'il voulait. Et là, pareil, j'ai profité de mes enfants pour observer tous ces gestes, tous ces comportements. On le voit récolter, s'amuser à déplacer des algues. Je sais plus ce qu'il faisait avec, mais je revoyais notre dimension préhistorique qui permet de se déployer dans tout son potentiel. Donc, qu'est-ce qui est important? Pour moi, en regardant tous ces enfants pendant de longues années, pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'est déjà offrir un espace avec une nature riche et diversifiée. C'est là qu'il pourra transformer les éléments, les casser, les déchirer, les faire évoluer. Alors que dans un lieu intérieur, on doit respecter les objets, on ne doit pas les casser, on ne doit pas les transformer. Hein. Et quand c'est des transformations, ça va être on va dire des Legos, des objets stables. Mais dans la nature, c'est génial parce qu'un objet, déjà, il évolue en lui-même, mais on peut le déchirer, on peut le modeler, et ça ouvre tous ses potentiels. C'est aussi donner des temps libres sans activité définie. C'est-à-dire que on a dit que c'était instinctif ou intuitif. Donc si l'enfant, peut-être que souvent, dans ses temps libres, il a tendance à s'ennuyer parce qu'il n'a pas l'habitude, mais une fois qu'il sent tout son potentiel, il va pouvoir utiliser ces objets et répondre à ses besoins. Quand je vois un enfant de 13-14 ans qui tape avec un bâton sur des végétaux, on pourrait lui dire, bah, faut que tu respectes ces végétaux. Mais s'il le fait, on va, on va lui dire, t'es grand, arrête de faire ça. Mais c'est que plus petit, il a peut-être pas eu cet espace d'expression. Donc voilà, plus on laisse l'enfant le faire jeune, tout en contrôlant tout ce qui peut arriver comme danger, ça permettra plus tard d'aller au-delà pour lui. Donc c'est aussi accueillir l'enfant dans sa curiosité et ses essais-erreurs, parce qu'il va essayer des trucs, ça va marcher, ça va pas marcher. Donc être vraiment dans l'accueil, en le laissant faire ce qu'il veut, en étant présent, en étant aussi vigilant à sa sécurité, mais sans l'orienter. Puis peut-être éviter le matériel pédagogique dans le sens où là, Nathan, que vous voyez sur l'image, il ne se serait pas éclaté avec ses algues si je lui avais donné des objets tout faits qui ont des objectifs très définis. L'objet, on ne peut pas trop le modifier, et ça fait faire qu'une seule sorte de chose, et l'objet emmène vers une activité. Ça ne laisse pas la liberté.
Et puis il faut être soi-même en mode australopithèque. Si vous, en tant que parent, en tant qu'éducateur, vous grattez, vous observez, vous bidouillez, vous faites passer ce message-là aussi. Donc, la vie d'un australopithèque épanoui, ça veut dire quoi si vous laissez un enfant dans cette liberté de bidouiller, de patouiller, toutes ces choses-là? Ben, il va développer des compétences physiques. Et je le vois sur ces enfants petit à petit, une dextérité manuelle évidente, une agilité corporelle, parce que dans cette nature très riche, c'est tellement complexe pour se déplacer à certains moments que son corps va développer toutes ses compétences, tout le travail d'équilibre, de tonicité du corps. Et puis au niveau sensoriel, des coups de fil, de regard aiguisé, parce qu'on observe les traces, les animaux. On a une acuité sensorielle globale qui se développe, et une orientation dans l'espace aussi, mais aussi des compétences psychiques, la confiance en soi. Parce que si l'enfant peut développer aussi ces gestes qui sont des gestes de survie à la base, grimper dans l'arbre, se cacher, ben, le corps est en confiance. S'il n'a pas développé ça, il est gauche dans la nature et il a plus cette confiance parce qu'il a peur. Donc une débrouillardise globale, il va être attentif, curieux, il peut être vigilant à ce qui l'entoure, il va maîtriser et gérer le danger parce qu'il le travaille depuis tout petit. La créativité parce qu'il manie ses éléments, la concentration parce qu'il peut tenir un certain temps sur le travail d'un outil, et aussi générer un calme intérieur. Donc il y a aussi des compétences sociales. Là on est plutôt sur le corps, mais si vous mettez plusieurs petits australopithèques ensemble, eh ben ils vont s'entraider, ils vont coopérer, ils vont développer l'empathie dans cet espace-là. Donc voilà, un chemin sur cette histoire d'australopithèque, mais vous, en tant qu'adulte, n'oubliez pas de revisiter votre australopithèque intérieur. C'est ainsi que vous allez vous reconnecter aussi à votre corps, à votre esprit, retrouver votre équilibre. Si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, ça vous repose, ça recrée vos racines ancestrales. Alors peut-être faire un travail qui peut être un travail plutôt d'Homo sapiens. Là, sur l'exemple, vous avez un petit mur en torchis que je faisais faire à des adultes dans la forêt. Sans matériel, pratiquement, on avait tressé du noisetier, trouvé de l'argile, mélangé à de l'herbe, de la paille, et ça fait tout un travail qui nous réancre dans notre histoire, dans notre mémoire. Donc voilà, tout ça, c'est des arguments pour remettre l'enfant en toute liberté, dans du jeu libre, dans un espace de nature riche et diversifié. C'est comme ça qu'il va se développer, et même si on ne lui permet pas ça, ça va créer des dysfonctionnements. Hein. Voilà, avec une histoire anthropologique qui peut emmener un petit peu plus loin. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis plein d'autres vidéos, à peu près pour le moment 25 vidéos sur le rapport à la nature, avec plein d'histoires. Allez voir sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Il y a des choses qui vont se compléter avec ce que je raconte. Et pour ce qui concerne les 4 animaux, là on a visité l'ours, c'est-à-dire le corps, mais il y a plein d'autres dimensions qui sont importantes dans le lien à la nature. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à une prochaine fois.